Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. L'Afrique a sa place dans les instances internationales. Le plaidoyer du président comorien Azali Assoumani à l'Assemblée des Nations Unies qui se poursuit au siège de l'ONU à New York. Le chef de l'État, également président de l'Union africaine, a insisté sur l'accession voulue par l'Afrique d'un pays du continent au statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Tension politique à Madagascar à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 9 novembre prochain. Le président sortant Andrade Joël, candidat à sa réélection, est accusé par l'opposition d'orchestrer un coup d'État institutionnel après une série de décisions de justice qui favoriseraient sa réélection. Le PASTEF dépose des recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO afin de faire suspendre la dissolution du parti d'Ousmane Sonko, principal opposant au président sénégalais Macky Sall. Ousmane Sonko, toujours candidat à la présidentielle de 2024. Plusieurs interrogations se posent au sujet de ces recours. Pour y répondre, nous recevrons dans ce journal le député de Yewi Askanoui, Guy Marius Sagna, également membre du PASTEF. Le président des Comores, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé ce mercredi 20 septembre devant la 78e Assemblée générale des Nations unies. Dans son discours, il fait plusieurs constats, dont celui de la sous-représentativité de l'Afrique dans les institutions internationales à l'heure où le monde est traversé par de fortes tensions géopolitiques. À l'ONU, le président Assoumani a réaffirmé la volonté de l'Afrique de prendre part au processus décisionnel. Pour ce faire, il plaide pour l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations unies. 78 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. Le président des Comores a souligné l'attachement de l'Afrique au système multilatéral tout en insistant sur la nécessité de réformer le système des Nations unies. Écoutez-le. En tant que président de l'Union africaine, je souhaite porter aujourd'hui devant cette auguste assemblée la voix de l'ensemble des États africains qui continuent à croire à un multilatéralisme plus juste et plus efficace, car plus inclusif, susceptible d'apporter les changements profonds tant souhaités pour une meilleure vie dans le continent et à travers le monde. La concrétisation de ce souhait viendra, nous sommes convaincus, d'une réforme en profondeur du système des Nations unies. L'Afrique, d'où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle et qui entend jouer un rôle crucial dans la tête des ODD, a le droit de participer aux instances décisionnelles mondiales et d'accéder, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent et jure ainsi de ce droit conformément au consensus des Unis. Tout en étant une question d'équité, cette réforme des Nations unies que l'Afrique réclame haut et fort est aussi une question d'efficacité, car il en va de la légitimité et donc de l'effectivité du multilatéralisme. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour réitérer au nom de l'Afrique nos remerciements les plus sincères à l'endroit des membres du G20 qui viennent d'intégrer l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider en cette année 2023 au sein de leur groupe. Élection présidentielle à Madagascar, 13 candidats en lice pour le scrutin du 9 novembre. Parmi les candidatures retenues figure celle du président sortant Andrade Joël. Malgré sa double nationalité, sa candidature a été validée par la Haute Cour constitutionnelle. Une candidature qui suscite une vive critique. La tension politique est telle que le Premier ministre a pris la parole ce mercredi, cherchant à atténuer la polémique sur une partialité dénoncée par l'opposition au sujet de certaines décisions validées par la Haute Cour constitutionnelle. Philomène Tine.
À 9 semaines du scrutin présidentiel à Madagascar, un climat de tension et d'incertitude règne sur la grande île. Une situation causée par la démission du président Andry Rajoelina, ceci en raison de sa candidature à sa propre succession. La communauté internationale, en l'occurrence l'Union européenne et les États-Unis, ont annoncé suivre avec la plus grande vigilance les préparatifs de la présidentielle malgache, alors qu'une quarantaine d'organisations de la société civile malgache dénoncent un coup d'État institutionnel. À vrai dire, c'est tout à fait légitime qu'il y ait des inquiétudes quant à la tournure de ce scrutin et de cette élection présidentielle 2023 à Madagascar. Le simple fait que le président du Sénat ait refusé d'assurer l'intérim suite à la vacance de la présidence laissée par Hans Rajoelina. Maintenant, l'opposition est tout à fait dans son rôle. Elle essaye de délégitimer la candidature du président sortant Hans Rajoelina. Qu'il y ait ces inquiétudes et qu'il y ait cette pression, c'est tout à fait normal. J'ai même envie de dire que cela est comme un garde-fou pour que le scrutin puisse bien se passer et bien se dérouler. Les électeurs malgaches sont divisés quant à cette polarisation politique croissante et cette montée de la tension pouvant fragiliser la stabilité du pays. Les précédentes élections présidentielles ont parfois été marquées par des violences et des troubles à Madagascar. En revanche, je suis plutôt de nature relativement optimiste quant à l'issue du scrutin pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que Hans Rajoelina s'est conformé à la Constitution en laissant cette vacance, faisant la même chose que son prédécesseur R. Ramampian. Nous avons également vécu la première transition démocratique qui s'était extrêmement bien passée entre les deux anciens présidents. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un impair avec cette présidentielle 2023. Pour rappel, l'ancien président malgache Andry Rajoelina a présenté sa démission vendredi 7 septembre 2023 conformément à la constitution du pays pour engager sa campagne pour un deuxième mandat à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 9 novembre 2023 à Madagascar. Plus de 43 000 personnes déplacées. C'est le dernier bilan officiel à la suite des inondations meurtrières qui ont dévasté l'est de la Libye, notamment la ville de Derna, dans la nuit du 10 au 11 septembre. C'est le bilan annoncé ce jeudi par l'Organisation internationale des migrations. Dernier bilan qui fait également état de 3 922 morts, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver des milliers de disparus présumés morts. Sur place, la désolation est totale. Des populations entières attendent de l'aide. Les besoins urgents des personnes déplacées portent sur la nourriture, l'eau potable, la santé mentale et le soutien psychosocial, précise l'OIM. Et pour ce qui est de l'enquête, le procureur général a promis des résultats rapides. Il a indiqué que des coupables présumés de corruption ou de négligence en lien avec ce drame avaient déjà été identifiés. Le Maroc également toujours sous le choc, près de 2 semaines après le tremblement de terre qui a fait 3 000 morts et plus de 5 500 blessés. Bilan humain très lourd. Il y a aussi les dégâts matériels. 50 000 habitations sont totalement ou partiellement effondrées. Pour y faire face, ce mercredi, les autorités ont annoncé un fonds de 120 milliards de dirhams destiné notamment à la reconstruction et au relogement. Grâce à Ngombe. Le Maroc est toujours sous le choc du tremblement de terre qui a frappé la province marocaine d'Al Haouz au sud de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Une dizaine de jours après cette catastrophe, le bilan provisoire fait état de 3 000 morts et plus de 5 600 blessés. Pour prendre en charge les victimes et autres sinistrés, les autorités marocaines ont entrepris un certain nombre de démarches, au rang desquelles la mise en place d'un fonds spécial pour la gestion des effets du séisme. Tous les moyens logistiques sont à notre disposition pour gérer correctement ce dont la trésorerie, les autorités et nous autres citoyens faisons de notre mieux pour aider nos frères et sœurs. D'après des données officielles datées du 20 septembre 2023, le Fonds spécial de gestion des effets du séisme a permis de collecter 8 milliards de dirhams de contributions volontaires, relatives au programme d'urgence pour la réhabilitation et l'appui des efforts de reconstruction des maisons et écoles détruites au niveau des zones sinistrées et celles destinées à la prise en charge des personnes en situation difficile, notamment les orphelins et les personnes vulnérables.
Nous présentons nos condoléances aux victimes. Elles sont notre famille, nos frères. Je souhaite que cela puisse les aider. Encore éprouvé par ce séisme meurtrier, le Maroc mobilise toutes les ressources dont il dispose pour venir en aide aux sinistrés et résorber les dégâts. Il y a encore quelques jours, la population marocaine épargnée était dans tous les centres d'hématologie du pays pour faire un don de sang. Le PASTEF dépose un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO afin de faire suspendre la dissolution du parti de l'opposition sénégalaise et pour aussi rétablir les droits politiques d'Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Pour en parler, notre invité, le député de Yewi Askanoui, monsieur Guy Marius Sagna, également membre du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler des recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, d'abord les manifestations à New York de la diaspora sénégalaise qui réside aux États-Unis, mais pas que, parce qu'il y a eu une partie de la diaspora canadienne qui est également arrivée à New York pour manifester dans le cadre de l'arrivée, de la participation du président Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle est votre réaction en tant que l'un des principaux leaders de l'opposition sénégalaise? On ne peut pas bâillonner un peuple. Or, le président Macky Sall, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, ne fait que tenter de bâillonner le peuple sénégalais. Figurez-vous, madame, que depuis le 12 mai 2023, toutes les manifestations de l'opposition, des mouvements citoyens sont systématiquement interdites. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a près de 1500 détenus politiques dans les prisons du Sénégal parce que tout simplement, ces personnes sont membres de PASTEF ou veulent élire Ousmane Sonko comme 5e président du Sénégal. Figurez-vous qu'il y a près d'une centaine de Sénégalais qui ont été assassinés. Il y a des centaines de Sénégalais qui sont blessés. Certains portent des handicaps à vie dans la grave répression du peuple sénégalais par le président Macky Sall. Donc, voilà ce qui se passe au Sénégal. Et quand on essaye de bâillonner ce peuple-là qui est au Sénégal, mais l'autre partie du peuple qui est en dehors du Sénégal, c'est-à-dire sa diaspora, essaie elle aussi de résister à sa manière. Donc selon vous, ces nombreux rassemblements, ces manifestations des Sénégalais de l'extérieur, c'est aussi en réponse aux manifestations interdite par le gouvernement sénégalais? Absolument. Je crois que ce qui se passe à l'extérieur du Sénégal, et vous l'avez évoqué à New York, mais même ici en France, le concert d'hier de Youssou Ndour a été ponctué de Sonko Namonale, de libérer Sonko. C'est en réalité intimement lié à ce qui se passe au Sénégal. Et donc, si les présidents en général et les présidents africains en particulier gèrent leur pays de manière démocratique, respectent les droits des citoyens, eh bien, je suis presque sûr que nous ne verrons plus de troubles, nous ne verrons plus de manifestations comme celles que nous avons pu voir à New York, en France ou ailleurs. Alors, l'élection présidentielle sénégalaise doit se tenir en février 2024. Le PASTEF, on l'a dit, d'Ousmane Sonko est dissous. PASTEF dont vous faites également partie. Le parti a été dissous en juillet dernier par le gouvernement qui accuse le parti d'avoir appelé à des mouvements insurrectionnels. Que répondez-vous à cette accusation? Mais le premier mouvement insurrectionnel, la première organisation insurrectionnelle au Sénégal, c'est le parti du président de la République. Aujourd'hui, tout le monde a vu, l'opinion publique internationale, qu'il y a quelques mois, le parti du président de la République a utilisé des nervis armés, qui de coupe-coupe, qui de fusils, pour réprimer, pour bastonner, en fait, le peuple sénégalais, qui ne faisait que user de son droit constitutionnel de résister. Donc oui, la première organisation terroriste, la première organisation insurrectionnelle, c'est le parti du président de la République. Et donc, les accusations portées à l'endroit du parti PASTEF sont en réalité que des manifestations de la volonté des militants de PASTEF et du peuple sénégalais de résister. Et cela, d'accord, c'est la Constitution qui dispose, qui consacre ce droit à la résistance.
Alors, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont déposé 3 requêtes auprès de la Cour de justice de la CEDEAO afin de suspendre la dissolution, mais aussi rétablir les droits d'Ousmane Sonko afin qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, on l'a dit, le PASTEF, vous faites partie du PASTEF, et le PASTEF donc, a recours à la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ces requêtes vont pouvoir aboutir quand on connaît le poids politique que le président Macky Sall occupe au sein de cette institution, donc la CEDEAO? Nous, militants de PASTEF, nous avons bon espoir que ces recours-là vont aboutir pour 2 raisons. La première, c'est que l'objectif de ces 3 recours, c'est d'abord de casser cette loi du silence sur la situation au Sénégal. Il y a, comme qui dirait, une omerta. On veut rendre inaudible, invisible les violations graves, manifestes des droits de l'homme par le président Macky Sall. Je le répète, il y a des gens qui ont été torturés. Or, le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. Il y a des gens qui ont été assassinés depuis 2 ans, depuis 12 mois. Et aucune enquête, aucun responsable. Le président Macky Sall et son administration, par le refus de faire des enquêtes et de sanctionner les auteurs de ces assassinats, c'est comme si il délivrait en fait un permis de tuer à certains des agents des forces de défense et de sécurité qui maltraitent, qui assassinent, qui tuent le peuple sénégalais. Donc oui, ces recours-là ont d'abord pour objectif de dire non, il y a, comme qui dirait, un complot national, mais aussi international. Donc, contre le Sénégal. internationaliser la situation au Sénégal. Absolument. C'est-à-dire que les médias internationaux, surtout les opinions publiques des pays d'Europe, des pays d'Occident en général, qu'elles soient sensibilisées sur la situation au Sénégal et qu'elles sachent qu'il y a des choses extrêmement graves, que des Sénégalais sont assassinés avec des balles françaises, avec des armes données au gouvernement du Sénégal par la France. Et cela ne peut pas continuer. L'autre objectif, bien entendu, c'est de faire casser les violations arbitraires contre le président Ousmane Sonko, qui, je le rappelle, est le chef de l'opposition. Il est le maire de la commune de Ziguinchor. Les violations également des droits du parti PASTEF et de ses militants. Pourquoi nous avons également bon espoir? C'est qu'il n'y a guère longtemps, des Sénégalais ont attaqué devant la Cour de justice de la CEDEAO la décision du gouvernement du Sénégal d'appliquer ce qu'on appelle le parrainage citoyen. Et la Cour de justice de la CEDEAO avait donné raison à ces citoyens sénégalais qui avaient attaqué le format du parrainage citoyen tel que déroulé par le gouvernement du Sénégal. Donc oui, si vous attaquez une décision illégale, arbitraire, en fait, du Sénégal ou d'un autre pays au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous pouvez avoir gain de cause. Et nous sommes persuadés que face à cette dissolution arbitraire, la Cour de justice de la CEDEAO ne peut que dire oui, le parti PASTEF est victime d'une dissolution arbitraire. Oui, les droits du candidat Ousmane Sonko, chef de l'opposition du Sénégal, sont violés et qu'il doit être candidat, qu'il doit être libéré. Alors, que comptez-vous faire si jamais Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de se présenter en février 2024? Est-ce que vous vous dites que c'est Ousmane Sonko ou personne d'autre? Non, c'est juste que nous avons une volonté inébranlable de l'inéluctabilité, de l'inexorabilité de la candidature du président Ousmane Sonko. Pour nous, il n'y a absolument rien qui puisse l'empêcher jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel dise autre chose. Donc, c'est pourquoi, dans les jours à venir, vous verrez que nous allons lancer la coalition Sonko président qui va porter sa candidature. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous annoncer que plusieurs structures, instances de PASTEF ont commencé à se donner des objectifs qui vont financer la campagne du président Ousmane Sonko, la campagne électorale à hauteur de 30 millions, à hauteur de 100 millions, à hauteur de 20 millions. Les collectes sont en train d'être effectuées par les militants. Donc oui, c'est pour dire que voilà, en fait, nous, notre conviction, notre ferme et inébranlable conviction, et oui, nous nous préparons pour ça. Alors, on est quand même obligé d'envisager tous les scénarios. Admettons que voilà, les autorités sénégalaises n'acceptent pas, ne valident pas la candidature d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous faites? Justement, en réalité, ce que cherche le président Macky Sall, son parti et sa coalition, c'est d'inoculer dans la tête des militants de PASTEF, des sympathisants de PASTEF, que le combat
pour la candidature du président Ousmane Sonko est perdu d'avance. Et cela, nous n'allons pas tomber dans ce piège. C'est pourquoi il n'est pas question pour nous de parler d'autre chose que de la candidature du président Ousmane Sonko. Il est important que le président Macky Sall sache que cette candidature, c'est la candidature du peuple. Cette candidature du président Ousmane Sonko est une demande sociale. Et cette candidature du président Ousmane Sonko, si elle est illégalement et arbitrairement empêchée, il y a, oui, des risques graves qu'il fait peser, lui, le président Macky Sall, à la stabilité, à la paix au Sénégal. Et les amis du Sénégal, où qu'ils soient, en Afrique ou ailleurs sur la planète Terre, doivent savoir qu'il y a des choses graves qui peuvent arriver au Sénégal en cas d'empêchement de la candidature du président Ousmane Sonko. C'est ce genre de complot, c'est ce genre de difficultés anti-électorales qui débouchent sur des situations comme ce qu'on a vu récemment. Alors, on est quand même à 5 mois de l'élection présidentielle. On est à 5 mois de l'élection présidentielle. Donc, j'imagine qu'au sein du PASTEF, effectivement, vous misez sur Ousmane Sonko, mais est-ce que vous commencez à préparer une deuxième option? Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes toujours sur la seule option qui n'est pas une première option, c'est la seule option Sonko président, parce que nous avons confiance au fait qu'à un moment donné, les Africains en général, et pas seulement les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, c'est toute la bande du Sahel qui est menacée. Un pays qui est dans l'instabilité risque d'avoir des conséquences sur tous les autres pays. Et que donc, les amis du Sénégal, encore une fois, ne vont pas laisser le président Macky Sall, parce que tout simplement, il n'a pas réussi à avoir un troisième mandat, semer le chaos, jeter le Sénégal dans le chaos. Alors, on l'a dit, Ousmane Sonko bénéficie d'une très grande popularité, et au Sénégal, mais aussi à l'extérieur, au niveau de la diaspora sénégalaise. Encore une fois, s'il n'est pas autorisé à se présenter, est-ce que cela ne serait pas finalement une erreur politique de la part du PASTEF si jamais vous n'investissez pas sur une autre personnalité issue également du PASTEF, qui est aussi tout aussi capable de défendre l'idéologie que défend actuellement Ousmane Sonko? Nous n'allons pas permettre au président Macky Sall de continuer à choisir ses opposants, de continuer à choisir ses adversaires, de continuer à choisir les candidats qui vont faire face à son candidat, qui est le candidat de la France, qui est le candidat de l'impérialisme. Nous n'allons pas accepter cela. C'est au peuple sénégalais de trancher cela. C'est pourquoi, pour nous continuons à dire, et nous allons continuer à le marteler de manière courtoise, mais de manière ferme, c'est Ousmane Sonko, notre candidat, et nous sommes sûrs que nous allons l'élire comme 5e président du Sénégal. Et donc, les autres pays doivent arrêter d'être des complices, particulièrement ceux qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. La France en fait partie, les États-Unis en font partie. Pourquoi est-ce que tous ces pays, ils ont condamné ce qui arrive à Alexei Navalny en Russie et ils se taisent sur le cas de Ousmane Sonko? Est-ce parce que Ousmane Sonko est noir et Alexei Navalny est blanc? Cela est tout simplement inacceptable. Il ne saurait y avoir de 2 poids, 2 mesures. Si les droits d'Alexei Navalny sont piétinés, il faut dénoncer. Mais si les droits de Ousmane Sonko, et c'est le cas, sont de manière flagrante, piétinés, bafoués, d'accord, il faut également dénoncer, il faut également dire que ce que le président Macky Sall fait au Sénégal est inacceptable. Ce n'est pas parce que le président Macky Sall accorde le gaz du Sénégal à l'Union européenne que l'Union européenne va se taire sur les violations flagrantes des droits de tous les Sénégalais, particulièrement de Ousmane Sonko et des 1500 détenus politiques. Guy Marius Sagna, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci Guy Marius Sagna, député de Yewi Askanui et également membre du PASTEF. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.